Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une nouvelle vidéo électrisante. C'est pas un grand essai aujourd'hui, c'est pas un premier trajet non plus, non, c'est une deuxième chance. C'était il y a un petit peu moins d'un an, publication sur Charging Station du grand essai électrisant de la Polestar 4, un essai que je concluais comme ça. En conclusion, nombreux sont sans doute comme moi les possesseurs de Polestar 2 qui scrutent avec attention l'arrivée de cette Polestar 4. Sur papier, elle dispose de pas mal d'atouts, elle est plus logeable, plus premium, plus technologique, elle dispose d'un bel agrément de conduite et en plus d'une autonomie qui reste confortable. Le style Polestar lui permet en plus de sortir du lot dans la jungle des nouveautés électriques, certainement avec son arrière complètement fermé qui ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais qui a le mérite de faire parler de la voiture et ça c'est précieux. Le One Pedal Drive est très convaincant, tout comme l'ergonomie générale. Couper les bips par exemple est d'une simplicité exemplaire. Bref, on pourrait croire qu'elle a tout pour plaire, tout ou presque. Malheureusement, un maintien dans la voie de circulation pas assez précis en conduite assistée et une obligation d'activation du changement de voie assisté quand on active le Pilot Assist viennent un peu ternir le beau bilan général de cette voiture et c'est dommage. Si vous n'utilisez pas forcément ces assistances, aucune incidence pour vous. Si par contre, comme moi, vous utilisez régulièrement ces assistances, vous risquez d'être un peu contrarié, comme je le suis finalement au terme de cette semaine au volant de cette voiture. Bah oui, j'avais été passablement contrarié de devoir constater des défauts sur des points qui pour moi sont importants, comme l'ergonomie ou encore les aides à la conduite, surtout que cette voiture, globalement, c'est plutôt une réussite. Aujourd'hui, les choses semblent évoluer dans le bon sens chez Polestar, je l'ai constaté récemment avec l'essai de la Polestar 3 qui a effectivement gommé ces petits défauts, ces bugs de jeunesse. J'ai voulu vérifier si c'est également le cas sur la Polestar 4. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, quelque chose, me semble-t-il, qu'on constate plus actuellement qu'auparavant, des constructeurs qui mettent sur la route des voitures qui ne sont pas totalement finalisées au niveau des réglages des aides à la conduite, réglages du système d'infodivertissement, des mauvaises traductions également dans les menus. C'est dommage parce qu'une fois que ces voitures ont été confiées aux essayeurs qui en font des articles, des vidéos et qui malheureusement doivent constater ces quelques bugs, eh bien une fois que c'est fait, le mal est fait et on a beau revenir après avec des corrections et peut-être corriger tout ce qui doit l'être, eh bien les vidéos qui ont été publiées, les articles qui ont été publiés également, malheureusement, eux, ils ne bougent pas, d'où l'intérêt peut-être de cette deuxième chance, un format que je serai peut-être amené à reproduire dans l'avenir. Alors au final, cette Polestar 4, compte tenu des corrections qui ont été apportées, des bugs qui ont été corrigés, aurait-elle pu rester sur ma shortlist, puisqu'elle s'y trouvait il y a un an, aurait-elle pu remplacer ma Polestar 2? Eh bien, pour le savoir, ne bougez pas, je répondrai à cette question avant la fin de la vidéo. Alors, les dimensions de la Polestar 4, les informations techniques, la recharge, la batterie, le coffre, l'espace à l'arrière, la planche de bord et le système d'infodivertissement basé sur Android Automotive. Tout ça, je vous l'ai déjà détaillé dans le grand essai de cette voiture, un essai toujours disponible sur la chaîne et que je vous invite à voir ou à revoir. On va donc refaire un rapide tour extérieur-intérieur et puis je vous livrerai sur la route mes conclusions au volant de cette voiture après une deuxième semaine à son volant. À l'extérieur, avec cette Polestar 4, on est toujours sur un format de berline surélevé qui, moi, me plaît particulièrement. On est dans la continuité de ce qu'on a retrouvé avec la Polestar 2, si ce n'est qu'ici, on est sur une plateforme spécifique dédiée à l'électrique, ce qui n'est pas le cas de la Polestar 2, qui est basée sur la plateforme du Volvo XC40, qui existe évidemment aussi en thermique. La particularité de cette Polestar 4, c'est bien sûr l'absence de vitre à l'arrière. Ce que vous voyez là, on a l'impression que c'est une vitre, mais pas du tout. Il n'y a pas de vitre, c'est donc la vitre qui s'arrête ici, c'est le toit panoramique et tout ça, c'est de la carrosserie. Pour assurer la rétrovision, on a cette caméra située ici qui fonctionne particulièrement bien. On l'a vu dans le grand essai il y a quelques mois, même par temps pluvieux, même quand il tombe des cordes, eh bien vous voyez particulièrement bien ce qui se passe à l'arrière. Ça, c'est bien vu de la part de Polestar et puis surtout, ça va permettre de créer un véritable cocon à l'arrière. Venez avec moi. Quand on s'installe à l'arrière, on se sent vraiment enveloppé, on se sent dans un petit cocon grâce justement à l'absence de vitre arrière. On est comme dans un salon et quand le soir tombe, eh bien l'éclairage rajoute une touche premium supplémentaire, une touche cosy supplémentaire. On a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut et on peut en plus rabattre électriquement le dossier à l'arrière histoire d'être en position de détente complète. C'est vraiment très sympa. À l'avant, on a cette signature visuelle tout à fait particulière qui la rapproche d'ailleurs très fort de celle qui vient d'être présentée au salon IAA Mobility de Munich, à savoir la toute nouvelle Polestar 5. On est donc parfaitement dans l'air du temps.
À l'intérieur, le Pack Plus dont cette voiture est donc équipée amène pas mal de choses, notamment l'éclairage Starnit du plus bel effet. On est ici sur un biton intérieur en Microtech, du cuir perforé est également disponible, noir ou beige. Dans ce cas-là, vous aurez droit également aux sièges ventilés et massants et aux enceintes dans les appuis-têtes. Alors tout ça c'est bien, mais au final, les améliorations, est-ce qu'elles sont perceptibles? Je vous en parle maintenant sur la route, venez avec moi. La réponse, c'est clairement oui. Alors d'abord, il est maintenant possible d'activer la conduite assistée, c'est-à-dire la combinaison régulateur de vitesse adaptatif centrage sur la voie de circulation sans pour autant activer d'office le changement de voie assisté, ce qui était le cas précédemment et ça m'avait agacé. C'est une première bonne chose. Le système alors n'est pas aussi fluide dans ses réactions que dans une BMW par exemple, une des références en la matière, mais c'est très correct, ça fonctionne très bien. L'autre point qui m'avait contrarié lors du premier essai, c'est le maintien au centre de la voie de circulation qui n'était pas très précis, occasionnant un certain louvoiement autour du point central en conduite assistée. Ça aussi c'est du passé. Aujourd'hui la voiture suit parfaitement sa trajectoire. Le seul petit bémol restant, je dois le dire, mais qui pour moi n'est pas rédhibitoire, c'est l'aide au maintien dans la voie qui est encore un petit peu trop tatillon. L'alerte de franchissement de ligne qui panique un petit peu vite si vous mordez sur les lignes dans un zigzag matérialisé au sol, notamment quand une bande à gauche se crée pour tourner à gauche et que vous l'évitez via un droite-gauche, et bien là si vous mordez un petit peu sur les lignes, malheureusement ça va être un peu la panique. Et puis alors deux petites choses que je dois préciser également, qui ne m'ont pas donné entière satisfaction ou en tout cas m'ont fait me poser des questions cette semaine. C'est d'une part le déverrouillage de la voiture. On a une clé, mais une clé sans bouton, et malheureusement quelquefois je suis arrivé près de la voiture et la voiture n'a pas déployé les poignées et donc j'ai dû sortir la clé, la placer sur le montant latéral et là les poignées sont sortis. Alors je pense que ça arrive et ça arrive aussi avec d'autres voitures parce que j'ai à la maison l'endroit où je dépose ma clé qui est proche de la voiture située à l'extérieur et quand elle reste trop longtemps proche, à un moment donné j'ai l'impression que ça se verrouille et donc à un moment donné ça ne fonctionne pas et pour éviter évidemment les connexions, déconnexions, j'ai l'impression que la voiture à un moment donné coupe la connexion. Et donc ça je l'ai avec d'autres voitures, mais d'autres voitures qui ont un bouton sur la télécommande et donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Là il n'y a pas de bouton, donc il faut la sortir et la mettre sur le montant latéral. Peut-être que dans d'autres circonstances ça fonctionne mieux, peut-être que la pile de la clé est un peu faiblarde, je n'en sais rien, et peut-être qu'avec le déverrouillage via le téléphone ça fonctionne mieux. Je n'ai pas essayé cette semaine, mais là c'est une petite réserve que j'émets. Et puis autre chose, c'est concernant la recharge. J'ai eu l'occasion de recharger 2 fois cette semaine et la première fois un chargeur Fastnet qui pourtant généralement est plutôt fiable, et bien le seul chargeur qui est resté disponible c'est celui que j'ai utilisé et ça n'a pas fonctionné. J'avais un message d'erreur 2 fois, j'ai essayé 2 fois et donc j'ai quitté le chargeur. Je suis allé à un autre chargeur, là ça a fonctionné correctement, mais à une vitesse qui était réduite. J'étais sur un chargeur 150 kW et elle n'a pas dépassé les 100 kW, alors qu'a priori elle était dans toutes les conditions pour pouvoir avoir la puissance maximale puisque j'avais indiqué l'itinéraire dans le système de navigation avec Google Maps. Donc voilà, 2 petits bémols, mais donc des qualités qui sont les qualités de la Polestar 4. Est-elle du coup devenue la voiture idéale ? Alors voiture idéale, n'exagérons pas, ça va dépendre évidemment des critères de chacun, mais je peux vous dire, me concernant, que si j'avais essayé la Polestar 4 il y a 1 an, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les améliorations, la correction des bugs, eh bien j'aurais sans doute signé le bon de commande. Et cette conclusion, elle est sans doute valable pour pas mal de voitures mises un peu vite sur la route, je vous le disais tout à l'heure, et puis ajustées ensuite avec des mises à jour OTA, c'est tellement facile. Mais comme je le disais tout à l'heure, une fois les essais des premières versions publiés, le mal est fait. Chers constructeurs, si vous voulez que les essais publiés reflètent au mieux les vraies qualités de vos voitures, eh bien ajustez ce qui doit l'être avant de les mettre sur la route. Les défauts sur cette voiture ont été gommés et seuls quelques bémols subsistent, la plupart mineurs comme la présence de piano black sur le volant ou encore, je le disais, des aides à la conduite nettement améliorées mais pas encore parfaites. Le plus important de ces défauts sera peut-être la consommation un peu élevée puisque je suis arrivé cette semaine à une moyenne autour de 20,5 kWh au 100, ce qui est beaucoup, surtout en été, même si grâce à la taille de la batterie, ça va tout de même vous permettre de parcourir plus de 450 km réels sur une recharge à 100%. À bientôt sur Charging Station pour d'autres vidéos électrisantes. La prochaine, ce sera le premier trajet et ensuite le grand essai, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la Kia EV4 en version 5 portes. Ensuite, on ira chez BYD. J'ai déjà eu l'occasion de prendre le volant de la BYD Dolphin Surf, un premier essai, une première prise en main
qui m'avait particulièrement impressionné positivement. Et bien là, ce sera le grand essai d'une semaine de la BYD Dolphin Surf. On ira ensuite chez Mercedes avec l'essai d'une autre voiture que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. C'était à l'étranger lors d'un voyage de presse. Là, ce sera dans mon quotidien durant une semaine, à savoir un essai d'une semaine grandeur nature, celui de la Mercedes CLA. Je prendrai le volant ensuite du Mobilize Duo de chez Renault, le Mobilize Duo remplaçant du Renault Twizy. On verra quelles sont les améliorations et puis surtout comment il se comporte par rapport à la concurrence, notamment la Citroën Ami. Chez Xpeng, les G6 et G9 viennent d'être restylés et améliorés. Quelles sont ces améliorations? Sont-ils toujours impressionnants, notamment du point de vue de la vitesse de recharge, du temps de recharge? Eh bien ça, on le vérifiera également. Chez MG, le MG S5 EV SUV de chez MG, lui aussi particulièrement intéressant. J'en prendrai le volant pendant une semaine et puis un petit peu plus tard, mais toujours avant la fin de cette année, je prendrai le volant de la cousine technique de la nouvelle Renault 5 e-tech électrique, à savoir la Nissan Micra. Chez Kia, je prendrai le volant du PV5, c'est-à-dire cet utilitaire qui existe en version utilitaire et en version passager. Eh bien, ce sera l'essai de la version passager. Que vaut-il au quotidien? Chez Kia, toujours la EV5, la Kia EV5 qui se situe très logiquement entre la EV3 et le gros EV9, et bien là aussi j'en prendrai le volant pendant une semaine. Et ensuite chez Volvo, une voiture que j'ai eu l'occasion de vous faire découvrir il y a quelques temps déjà en statique, là j'en prendrai le volant aussi pendant une semaine dans mes trajets du quotidien, la Volvo ES90, ES90. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications, histoire d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je vous dis donc à dans quelques jours, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Mettez un petit pouce également, ça aide à faire grandir la chaîne. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre fidélité et à bientôt.